Le talk, deuxième. C'est parti. Toi, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en Espagne si tu devais, par exemple, cibler des zones les plus intéressantes pour investir, sans parler des zones pépites, les zones que personne ne connaît ou que très peu connaissent, mais des zones sûres que tout le monde connaisse et juste me dire aussi pourquoi ce sont des bonnes zones, encore de bonnes zones où il faut investir. Alors déjà, pour répondre à ta question, il faut identifier le type d'investissement. Si c'est de l'investissement touristique, ça va pas être pareil que de l'investissement sur du long terme. Exactement. Donc pareil, sur du long terme, il va y avoir la location classique, il va y avoir la colocation. Moyen terme, il va y avoir du co-living, par exemple. Et donc en fonction de ça, déjà, c'est différents types de projets, donc on va viser différents types de zones. Donc voilà. Globalement, concernant les séances touristiques, je ne conseille pas forcément. On ne conseille pas forcément. Pourquoi? Parce que la réglementation change très rapidement aujourd'hui. Donc ces 2 dernières années, voilà, il y a des moratoires, etc., qui sont sortis, surtout à Alicante, notamment à Alicante, et où il est de plus en plus difficile de faire du touristique. Ça dépend de la zone, non? Parce que on se rend compte aussi que effectivement, tu vois, l'histoire des licences touristiques et où la réglementation elle a beaucoup bougé parce que les locaux ils n'arrivaient plus à se loger parce que le prix de la location, les prix de la location étaient tellement élevés parce qu'on par manque de produits. Tu vois, ça a commencé à Barcelona, on a eu Madrid, il y a eu Valencia, et là c'est en train de descendre. Donc nous, ça nous a touché, Alicante, et puis on a Malaga aussi. Ouais. Donc c'est plus si on veut justement expliquer un petit peu aux gens, c'est plus ces genres de zones là où on ne conseille plus le touristique. Mais effectivement, le touristique peut être aussi très intéressant dans d'autres zones qui sont moins touchées par sa réglementation qui bouge énormément. C'est ça, exactement. Il y a d'autres villes côtières, des plus petites villes. Je pense à Santa Pola, Los Arenas del Sol, par exemple, pour parler un petit peu dans la zone d'Alicante. De nord aussi, on peut avoir des zones comme Benidorm, Calpe, qui là fonctionne aussi toujours. Il n'y a pas cette problématique politique, parce que c'est vraiment politique. Et donc voilà pour le touristique. Baser ses économies sur de l'investissement locatif où il y a une probabilité qu'on refuse cette licence touristique, à éviter. Encore une fois, chaque projet est différent. C'est très important parce que si on part sur un contrat du long terme, le locataire est en droit de rester jusqu'à 5 ans. Ce qui fait que vous êtes bloqué pendant 5 ans si vous souhaitez, si vous avez besoin de liquidité, vous souhaitez vendre, vous devez attendre ces 5 ans-là. Ou alors, vous pouvez très bien vendre avec le locataire à l'intérieur, mais forcément, votre bien perd de la valeur. Donc tout ça, c'est hyper important d'en parler avant et vraiment bien cadrer ce que vous souhaitez faire sur le moyen terme et le long terme. Exactement, ça c'est super intéressant parce qu'il y a d'autres types de location, il y a la colocation, ce qui se fait beaucoup aussi. Il y a aussi le fait de diviser un appartement, par exemple, en plusieurs studios, ça on l'a déjà fait aussi dans notre accompagnement. Mais comme tu l'as très bien dit au début, l'investissement locatif, oui, c'est toujours très, très intéressant en Espagne. Par contre, c'est la réglementation, elle part tellement dans tous les sens et en plus, chaque communauté est différente, a sa politique différente. Et du coup, tu peux avoir des interdictions à 50 mètres de chez toi et chez toi, tu peux faire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est très, très, très important et les gens se rendent pas compte de ça. Ils pensent à leur dire, ouais, mais en Espagne, ouais, mais non, en Espagne. En fait, chaque zone va avoir sa propre politique par rapport à ça. Et il faut faire très, très attention. Et comme tu le disais aussi très, très bien au début, il faut encadrer son projet au début. Si on a des doutes, on va faire de l'investissement locatif, demandez à un professionnel compétent qui vous explique qu'est-ce qu'il est possible au niveau de la location. Il y a plusieurs types de location et il y a plusieurs types de rentabilité. C'est ça, donc une chose est sûre, pour se sécuriser, il faut en parler avant et vraiment, encore une fois, j'appuie sur ça parce que c'est très important, avoir la stratégie déjà claire dès le départ, avant même de se lancer dans les recherches idéalement, ou du moins avant même de faire le virement de réservation. Nice, on aime. Alors, Julien, on a une question qui revient énormément par rapport à nos clients, qui est une question de délai. Donc, en combien de temps on peut être propriétaire en Espagne? Très rapide. Rapide. Très rapide. À partir du moment, il y a des conditions, bien entendu, mais si vous êtes cash buyer, donc vous avez les fonds, et si on a aussi un propriétaire, parce qu'il faut prendre en considération le propriétaire, si le propriétaire, soit il vit pas dans les lieux, ou soit il est prêt à quitter les lieux très rapidement parce qu'il est notre résidence, etc. En moins d'un mois, en moins d'un mois,
mois d'un mois, ça peut même être 15 jours. Enfin, c'est Ouais. complètement fou. Effectivement, on peut passer chez le notaire très rapidement. Donc, à partir du moment où on a ces conditions-là et qu'on comprend aussi comment fonctionne le système espagnol, c'est-à-dire que le notaire va pas faire toutes les vérifications, il va pas faire toutes les anticipations, voir s'il y a des dettes, gérer les problèmes. Effectivement, s'il y a des dettes, il va falloir les payer. Non. Oui, il a vérifié votre identité, ok, c'est le bon bien, ok, basta, et c'est fini. C'est ça, exactement. On n'a pas ce délai-là de 3 mois, le fameux délai de 3 mois qu'on a en France, Exactement. incompressible pour Exactement. le notaire. Super intéressant ce sujet parce que les gens, c'est vrai qu'ils sont très formatés France, ils se rendent pas compte de ça ici quand ils achètent. Oui, mais moi je vais acheter tout ça. Très bien, il n'y a pas de souci. Il faut se renseigner, il faut savoir ce qui se passe. Et vous pouvez très bien racheter un bien avec des dettes, vous pouvez très bien racheter un bien où il y a eu des travaux qui n'ont pas été déclarés. Tout ce genre de choses, ça peut amener des démolitions un petit peu, c'est plus grave pour les maisons. Ça peut amener des amendes. Ça peut amener des gros problèmes. Donc tout ça, ouais, il faut faire bien attention. Effectivement, si vous êtes cash buyer et si votre vendeur est prêt à partir vite, ça peut aller très rapidement. Par contre, il faut faire les choses aussi proprement. Il y a plein de choses. L'eau, l'électricité, parfois il y a des factures qui sont trimestrielles. Pour avoir justement un relevé, il va falloir faire des interrogations et pour savoir s'il n'y a pas une dette. Parce que très facile, ça c'est le jeu un petit peu classique en Espagne, c'est-à-dire que je vends mon bien et puis mes trois dernières factures, on sait rien, c'est 150, 200, 250 balles, je les paye pas. Donc ça c'est un problème aussi, c'est un coût supplémentaire. Donc ça, on s'en occupe et c'est pour ça qu'on demande des délais. Pour moi, si tout le monde est prêt, allez, un mois c'est bien. Et aussi une question par rapport, qui est aussi intéressante par rapport à la négociation du prix du bien. Est-ce que quand tu as un client, par exemple, qui est cash buyer, te sert justement de ça pour raccourcir les délais et à dire au vendeur, OK, on fait cette offre-là, c'est X en dessous, par contre, on signe toi aussi. Exactement. C'est un levier comme un autre. Aujourd'hui, on va dire qu'en Espagne, il y a tellement d'acheteurs que les vendeurs, ils sont un petit peu en position de force. C'est un petit peu eux qui ont le pouvoir. Donc, notre rôle à nous, en tant que chasseurs immobiliers, c'est d'essayer d'inverser cette tendance pour que nous, on ait le pouvoir. Et ça, c'est un effet de levier. C'est-à-dire que si moi, mon client, il est prêt à acheter, il a l'argent là. Vous êtes prêts, vous? Ah bah oui, je veux vendre. Et ben voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si vous voulez vendre rapidement, on va trouver des conditions, on va trouver ce qu'on appelle, c'est une collaboration finalement. Une collaboration, c'est win-win. Tout le monde gagne. Donc, tu me donnes un peu, je te donne un peu. Exactement. Dans une négociation, il n'y a pas seulement le prix qui rentre en jeu. Il y a énormément d'autres critères, différents critères, et le temps, le délai, c'est un énorme point. Clairement. En fait, il faut qu'on aille chercher tous les points positifs. Nous, entre guillemets, en tant que chasseur immobilier, j'ai envie de dire, on est un petit peu le gilet pare-balles, le représentant du client. Le client, lui, on va lui donner les informations à notre client, mais nous, on part un petit peu à la guerre, on part un petit peu au front, on a besoin de dire, OK, qu'est-ce que tu as comme munition? Ah, t'es cash buyer, oula, ça c'est une grosse munition, tu vas bien armé, maintenant je vais partir au combat pour toi. Et c'est un effet de levier qui est super important, bien entendu. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Mais celui-ci est très bon. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre vraiment un cadre pour mettre en confiance le vendeur, c'est-à-dire un cadre, c'est-à-dire faire une offre écrite de mon client. Avec le délai, ce qu'on discutait, un délai très court, avec aussi une offre un petit peu agressive, mais le faire sous contrat. Ça, c'est purement psychologique. Faire une offre orale, ça n'a pas le même impact qu'une offre écrite. Je le présente au vendeur, il a simplement à signer en bas de la feuille, et derrière, on passe au compromis. Et encore une fois, c'est purement psychologique, mais c'est des choses qui peuvent faire basculer une vente en faveur de nos clients et pas perdre un bien. Ouais, donc aussi, on parle de sécurité, etc. Ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Bien sûr. Et quand on voit que c'est pas forcément monnaie courante. Ici, c'est plus à la parole, etc. Et même derrière, parfois, c'est OK au niveau de la parole, mais exactement. Quelqu'un d'autre. Exactement. Avec un contrat, tout est carré. Exactement. Il faut comprendre qu'on représente un client. Tu représentes un client, c'est-à-dire que la personne a la confiance en toi. Tu es son intermédiaire dans un pays qu'elle ne connaît pas. Donc c'est à toi justement de la défendre et au mieux. Et c'est pas en disant ok Pablo, c'est à ce prix-là, etc. Bon, tu me réponds, attends, là cet après-midi j'ai ça. Non. On va faire un contrat, tu vas le signer et je vais te mettre un délai pour me répondre en plus. Parce que c'est pas tu vas me répondre quand tu vas pouvoir. C'est bien, c'est cool. J'avais un doute. Parce que je l'avais lancé ou pas. Commence-toi.